Il fait vivre, aimer, il transmet les livres. Bonjour François Bunel. Bonjour Patrick. La grande librairie sur TV5 Monde, c'est vous. C'est vous François, qui donnez envie de lire. Et on en a besoin en ce moment. Il y a toujours le même appétit comme ça de partager. Oui, on en a plus que jamais besoin en période à la fois de pandémie et puis j'allais dire aussi un peu d'inquiétude. Les livres sont à la fois ce qui peuvent vous aider, vous consoler, et je dis souvent c'est les meilleures armes pour affronter le quotidien. Ouais. Et alors, comment on choisit les invités dans une émission comme La Grande Librairie ? C'est très Qu'est-ce simple. qui détermine comme ça le feeling ? C'est extrêmement simple, le plaisir. Il n'y a qu'un seul critère, je crois d'ailleurs, pour juger d'un livre. Est-ce qu'il vous donne, est-ce qu'il vous apporte du plaisir ou pas du tout ? Et puis peut-être un deuxième qui est les questions. Quelles questions le livre fait jaillir. Si c'est un roman, moi j'adore les romans parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de répondre à une problématique. C'est toujours de faire un détour. Vous voyez, la digression et le roman, c'est le détour par la fiction, par plein de personnages. Et donc voilà, les deux critères, c'est le plaisir. Je l'ai lu, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je pense que vous en prendrez. Oui. Et quelles questions ce livre fait-il jaillir ? Oui, il y a, comme on dit dans notre métier, parfois des bons clients. Et alors, on va chercher aussi ceux qui savent faire vivre comme ça cet appétit de culture, de transmettre des invités qui vous transcendent. Il y a des grands moments, évidemment, c'est de la télévision, François. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est quand le bon client, comme vous dites, on se souvient tous de Jean d'Ormesson, avec ou Pivot. Alors, voilà, ou plus récemment, des gens comme Amélie Nothomb, par exemple, Éric-Emmanuel Schmitt, Philippe Claudel, ce sont des bons clients. Mais ce qui est intéressant et passionnant, c'est de mettre à côté du bon client l'inconnu, le débutant ou la débutante. Par exemple, Leïla Slimani, qui est aujourd'hui connue dans le monde entier, a fait sa première télé à la Grande Librairie, à côté de Jean d'Ormesson. À l'époque, personne ne savait qui elle était. Donc ça fait une transmission. Et voilà. Ouais. C'est la transmission, mais je crois que c'est ça le plaisir aussi de la littérature. C'est comme dans une librairie, vous arrivez pour acheter le nouveau Intel, parce que, bon voilà, c'est la grande star, et puis vous repartez avec le nouveau Intel, et puis 2-3 livres de jeunes ou de débutants que votre libraire vous a conseillés. Ouais, ça vous a gêné pendant la crise qu'on dise pas que le livre était un bien de première nécessité, François ? Oui, non seulement ça m'a gêné, mais ça m'a choqué, et je trouve ça proprement scandaleux. Vous aviez signé d'ailleurs avec d'autres un soutien aux libraires qui ouvraient malgré tout ? Oui, c'est vrai, parce que je trouve qu'aujourd'hui, la lecture et la librairie sont les endroits nécessaires. C'est très curieux de dire que c'est inutile, que c'est un produit. D'ailleurs, produit, ça m'avait aussi un peu choqué. Non, le livre n'est pas un produit. Vous n'êtes pas un produit, Patrick. Les gens qui nous regardent ne sont pas des produits. Les lecteurs ne sont pas des consommateurs comme les autres. Et je crois que peut-être on n'a pas pris toute la mesure de ce que voulait dire lire. Et puis, il y a énormément d'injonctions contradictoires. Par exemple, on a un président de la République qui nous a dit, le 16 mars, au moment du confinement, lisez. Oui, très bien, bravo, j'applaudis. Mais là, on est le 15 octobre et on n'a plus rien à lire. Oui, ça voulait dire acheter sur Internet et puis faire mourir les petits libraires. Voilà, et je crois que ça c'est un combat, mais on est très nombreux à le porter. Beaucoup de vos téléspectateurs le portent. Le soutien à ce lieu de vie absolument fabuleux qu'est la librairie de quartier. Vous voyez, celle où vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre. C'est un des socles de la vie en commun. J'allais dire de la démocratie, mais au moins de la vie en commun, c'est cette rencontre possible par-delà les langues, les couleurs de peau, les avis politiques autour d'un livre dans un espace qui s'appelle la librairie. Oui, alors est-ce qu'on vous a répondu, le gouvernement ? Est-ce que ça a été entendu, votre appel ? Parce qu'il a été tonitruant. Oui, mais enfin bon, non, parfois on n'entend pas, que voulez-vous ? Ils sont un peu sourds. Mais tous les auteurs sont avec vous. Il y a un moment extraordinaire, c'était récemment, de vous voir avec Obama. Ce qui était fantastique, c'est que Obama voulait finalement un regard littéraire sur son autobiographie. Et c'est pour ça qu'il vous a choisi. Oui, parce que... alors moi, j'ai toujours considéré Barack Obama comme un écrivain. Ça peut surprendre, mais en fait, le premier livre de Barack Obama date de 1996. Ça s'appelle « Les rêves de mon père ». Et à l'époque, Obama est tout sauf un homme politique. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore, il n'est même pas question pour lui de penser à la politique. Et il écrit cette autobiographie d'un jeune homme né sur une toute petite île qui est le confetti de l'Amérique, Hawaï, avec un père kényan qu'il n'a vu qu'une ou deux fois, et qui arrive d'abord à New York, puis à Chicago, avec des rêves plein la tête. Et vous voyez, ce livre était un livre d'une puissance folle et qui est presque l'acte de naissance politique d'Obama
mais mis en littérature. Et quand j'ai lu les mémoires, je me suis dit, mais c'est absolument incroyable, parce que vous savez, de vous à moi, Patrick, les mémoires des anciens présidents, on peut le dire aux téléspectateurs, c'est d'un ennui. On n'est pas fou de ça, Oh là là, c'est d'un ennui abyssal. 800 pages en général. Hein. Oui, et puis ça peut être 800 pages très longues et très mauvaises. Et là, dès les premières pages, vous êtes emporté, parce que Barack Obama, qui a été, pendant sa présidence, un grand lecteur, il allait souvent en librairie, puis alors, il publiait régulièrement le top 10 des 10 livres qui l'avaient marqué dans l'année. Obama, dans son autobiographie, parle de ses doutes, parle des écrivains qui l'ont aidé à gouverner, à être celui qu'il est. Et il dit une chose formidable, il dit la littérature a le pouvoir de vous transformer, si elle est bonne, et lire des romans, quand vous êtes au pouvoir, donc dans votre bulle, et enfermé, c'est vous reconnecter aux vrais gens. Et aux gens que vous gouvernez. C'est quelle phrase vous a le plus marqué dans cette interview que vous retiendriez particulièrement, François ? Je vais demander à la fin de l'interview ce qu'il dirait aux jeunes garçons de 20 ans qui avaient des rêves plein la tête. Et il fait cette réponse qui est « Quoi que tu fasses, ça ne suffira jamais, mais essaye quand même. » Ouais. Votre passion ça, pour l'Amérique. Ça formidable. Ouais. On voit votre passion pour l'Amérique. America, revue formidable fondée par vous, hein, avec Eric Fotorino, qu'on lit toujours avec un infini bonheur. L'Amérique, c'est une source de rêve, de passion, François. Oui, et puis parfois d'agacement. Il y a des choses qui sont très agaçantes dans l'Amérique. De toute façon, ce qui se passe aux États-Unis revient dans le monde quelques années près, plus tard. Donc ce qui est fascinant, c'est de voir ce qui s'y produit et d'anticiper ce qui peut nous arriver. Et puis par ailleurs, c'est vrai, j'ai pour la littérature américaine une tendresse, une passion infinie. C'est celle qui nous a fait rêver depuis qu'on est minot. Le cinéma américain aussi, bien sûr. La musique américaine. Et il y a une culture, on n'est pas obligé d'y adhérer, mais par contre, ne pas la regarder me semblerait s'aveugler un tout petit peu. Alors il y a notre culture, c'est Homère. Vous avez une passion pour les mythes. L'Odyssée, c'est publié chez Arte Éditions depuis des années. Vous nous produisez cette série c'est presque un roman d'aventure, là, pour le coup. Hein. C'est un roman d'aventure. C'est le premier grand roman d'aventure, hein, l'Odyssée, avec l'Iliade. On a eu envie de, non pas revisiter, mais d'essayer de proposer aux gens de raconter l'Iliade et l'Odyssée comme les Grecs du 5e siècle avant Jésus-Christ cela racontait. C'est-à-dire, bien sûr, il y a le texte d'Homère, mais les gens ne le savent peut-être pas, Homère a repris une tradition. Il a repris des récits et il les a orchestrés. Il faut dire qu'à l'époque, vous vous rendez compte, il y a 24 000 vers dans l'Iliade et les gens les connaissaient par cœur. C'est fou. Bon. Mais il y a eu aussi tout un tas d'autres écrivains qui sont venus après Homère, qui ont enrichi l'Odyssée, qui ont enrichi l'Iliade. Et l'idée était de se dire, tiens, et si on mettait toutes les versions ensemble pour saisir un seul fil et raconter cela comme un thriller, comme un roman policier, car c'est un grand roman d'aventure. Comme un roman d'aventure, un thriller, mais au fond, de se dire, ça nous parle à nous aujourd'hui, ces mythes, ces monstres, ces situations incroyables qu'ils devaient affronter comme ça, qui en font des héros. Oui, ça nous parle aujourd'hui à nous parce qu'en réalité, ne serait-ce que dans la langue française, c'est absolument saisissant de voir le nombre d'expressions qui viennent de la mythologie. On peut en prendre quelques-uns. Par exemple, la boîte de Pandore. Hein, vous ouvrez la boîte de Pandore. Ah, voilà, la boîte de Pandore, c'est le châtiment que les dieux infligent à l'humanité. Le tonneau des Danaïdes, c'est sans fin. Vous voyez, c'était ces Danaïdes qui étaient condamnés à remplir une jarre qui n'avait pas de fond, et ce jusqu'à la fin des temps. Bon, on pourrait multiplier les exemples. La tapisserie de Pénélope, faire tapisserie, tout ce que vous voudrez. Voilà, il y a dans l'Iliade, l'Odyssée, une mythologie qui est totalement intemporelle. Et puis, qu'est-ce que ça raconte ? En réalité, l'Odyssée, ça raconte l'histoire d'un homme face aux dieux. Et je crois que la période que nous vivons en géopolitique, et depuis 20 ans, cet âge du terrorisme dans lequel nous sommes hélas entrés après le 11 septembre 2001, nous conduit à réfléchir aussi au rapport entre l'homme et les dieux. Un nouveau rapport. Dieu est mort, nous a expliqué Nietzsche à la fin du 19e siècle. On a vécu le grand siècle des religions et de l'athéisme au 20e, et nous entrons dans un monde qui est un monde où le fait religieux est extrêmement présent. Et c'est très 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 important et intéressant d'aller voir comment les Grecs appréhendaient la lutte de l'homme contre les dieux et contre ceux qui pensaient parler pour les dieux. Oui. Et au fond, ils nous ramènent à nous.
Moi, je crois. Oui. Je crois qu'Ulysse est profondément fraternel. C'est quand même l'histoire d'un type qui n'a pas du tout envie d'aller faire la guerre. Bon, alors il est roi sur une toute petite île, il est amoureux de sa femme, il vient d'avoir un enfant. Il finit par y aller, mais il ruse en permanence. Et puis, il veut revenir, mais puis quand il revient, il est très désabusé. Et il mettra 20 ans à rentrer chez lui en se demandant si le voyage en vaut la peine ou si, au contraire, c'est le retour qui est nécessaire. Vous voyez, c'est un petit peu nous, c'est nos contradictions d'hommes modernes et de femmes modernes. Merci. Le voyage en vaut la peine, moi je vous le dis. Voilà les 2 nouveaux DVD, Les Grands Mythes, l'Iliade et l'Odyssée, série donc de François Bunéal. Et puis évidemment, retrouverons-nous dans la grande librairie sur TV5 Monde. Merci beaucoup François d'avoir été avec nous. Avec plaisir.